Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette conférence en ligne sur le thème de l'emploi et du handicap. Nous continuons avec vous ce cycle de rencontres et de conférences autour de l'accessibilité en partenariat avec le média Madines. Vous le savez, au Cano, notre mission, c'est de soutenir et de mettre en lumière toutes celles et ceux qui mettent au cœur de leur projet économique la solidarité et la planète. Pour cela, on fait notamment de la formation pour les entrepreneurs à impact grâce à nos différents programmes d'accompagnement et on aide les entreprises de l'économie sociale et solidaire à se développer, par exemple en facilitant leur accès aux marchés publics et privés. Si vous faites partie d'une structure de l'ESS, notamment d'une EA ou d'une ESAT, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous fasse connaître nos programmes d'accompagnement. Enfin, au Cano, on organise de nombreux événements pour donner la parole à toutes celles et ceux qui entreprennent, qui se mobilisent et qui s'engagent pour une société qui protège l'humain et la planète. C'est dans ce cadre que ce soir, nous vous proposons cette conférence Handicap et insertion professionnelle, comment accompagner les entreprises pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Tout au long de ces échanges, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et à la fin de cet échange, donc, on consacrera un temps de questions-réponses pour répondre à toutes les interrogations que vous aurez pu avoir. Ce soir, nous avons donc le plaisir d'accueillir 3 invités, Gaël Toledano de Handi, Simon Ouriez de Signes de Sens et Jérémy Beauroy, conseiller auprès de la maire de Paris sur les problématiques d'accessibilité et également président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Merci à vous tous et toutes d'avoir répondu présents et présentes et je vous laisse à présent en compagnie de Jérémy Beauroy. Merci beaucoup Colline, merci à l'équipe du Cano pour l'organisation de cette soirée et de m'avoir proposé d'animer cette rencontre sur un thème qui est essentiel, hein, celui de l'accès des personnes handicapées à l'emploi, leur insertion professionnelle selon les choix qui sont les leurs. Alors pour cette rencontre, quelques explications sur le fonctionnement. Vous voyez en bas de l'écran un sous-titrage qui s'affiche et il s'agit en fait de Vélocipie. Donc, c'est une technique de transcription simultanée qui permet, en fonction de nos préférences, de suivre en temps réel tout ce qu'on va dire. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, souvent sur les interventions du président de la République depuis quelques mois, c'est la même technique et vous avez dans une fenêtre à côté de nous des interprètes en langue de signes qui vont nous permettre d'échanger dans les deux langues, en langue française et en langue de signes française. Alors, pour cette rencontre, un objectif, un seul, c'est de faire en sorte que vous puissiez tous et toutes poser toutes les questions que vous avez sur le sujet, les sujets de handicap. Souvent, on n'ose pas trop poser des questions, on ne sait pas trop comment prendre le sujet, etc. Ici, vous êtes chez vous, vraiment, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions. Aucune question n'est stupide. Alors, je ne suis pas tout seul, je suis avec Gaël Toledano du projet de la plateforme Mon Parcours Handicap. Elle va vous en parler dans quelques instants. Et je suis avec aussi Simon Ourier, qui est le fondateur et le dirigeant de l'association Signes de Sens, qui a aussi une autre contribution à partager avec nous. Donc, les deux vont présenter les projets sur lesquels ils travaillent, l'approche qui est la leur, pour qu'ensuite on puisse engager la discussion ensemble. Alors, une réalité à connaître, le handicap et l'emploi, eh bien, c'est un taux de chômage qui est le double pour les personnes handicapées par rapport à la population générale, le double. Donc, il y a un phénomène de discrimination, et d'ailleurs, le sujet de l'emploi est le premier sujet d'alerte, de saisine du défenseur des droits par les personnes handicapées. Donc ça, c'est vraiment une réalité qu'on doit tous avoir à l'esprit. Alors, c'est pas pour poser un cadre un peu pour plomber l'ambiance, mais c'est pour montrer que les uns et les autres, nous avons tous une responsabilité en la matière. Alors, le but du jeu ce soir, c'est aussi peut-être d'apporter un éclairage à celles et ceux qui, à Paris ou ailleurs, s'interrogent sur les actions qu'ils pourraient mettre en place dans leur structure, dans leur activité, pour faciliter l'accès à l'emploi des uns et des autres en fonction de leur handicap, quel qu'il soit. Vous le savez, les handicaps sont très divers. Certains se voient et d'autres, la majorité, ne se voient pas.
Il y a des handicaps de la mobilité, du déplacement, il y a le handicap de l'audition, le handicap de la vue, le handicap de la compréhension, des handicaps où on cumule parfois plusieurs situations. Mais tout qu'on doit retenir ensemble pour démarrer cette soirée, c'est une définition très précise du handicap. Le handicap, c'est la combinaison de deux facteurs. Le premier facteur, c'est la déficience de la personne. On vient d'en parler, qui peut être motrice, qui peut être auditive, qui peut être visuelle, etc. Donc ça, c'est l'affaire personnelle de la personne. Et il y a, c'est le deuxième facteur, l'environnement qui n'est pas adapté et qui crée des situations de handicap. Donc, ce qui montre que notre responsabilité, notre intervention, elle doit consister à réduire, à supprimer ou à prévenir ces situations de handicap pour qu'on puisse, eh bien, par exemple, dans l'environnement du travail, pouvoir faire valoir ses compétences comme n'importe qui. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. Je voudrais que vous puissiez entendre tout de suite Gaël et puis Simon. Donc, l'un et l'autre vont présenter leur projet et ensuite, on va vous donner la parole pour échanger avec vous. Gaël, c'est à vous. Oui, merci beaucoup Jérémy. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors moi, je vais vous parler d'une plateforme nationale qui a été lancée en mai 2020 qui s'appelle Mon Parcours Handicap et plus particulièrement d'un service sur cette plateforme qui s'appelle Handi. Alors juste, et qui va rejoindre évidemment tout ce que vient de dire Jérémy puisqu'il adresse en particulier la problématique de l'emploi et du handicap. Juste pour revenir un peu sur ce qu'est mon parcours handicap, mais je ne vais pas être très longue là-dessus pour plus me concentrer sur le service Handi. Mon parcours handicap, en fait, c'est une plateforme nationale que vous pouvez aller voir sur monparcourshandicap.gouv.fr qui est issue du rapport Takesser de 2018 qui, dans une de ses préconisations, recommande la mise en place d'un portail national unique d'information et de services sur le handicap orienté parcours usager. Alors, on a tout dit et rien dit quand on a dit ça, c'est vrai que c'est assez large. En fait, l'objectif de cette plateforme, c'est de faciliter et de rassembler en un lieu unique l'information, l'orientation et les démarches, mais aussi des services pour les personnes en situation de handicap et leur entourage, que ce soit des structures accompagnantes, des aidants, des employeurs aussi. Et cette plateforme donc, a été lancée pendant le confinement en mai, enfin au déconfinement plutôt, en mai 2020. Et aujourd'hui, si vous avez l'occasion d'aller la visiter, elle comporte une première brique qui s'adresse à l'emploi et à la formation professionnelle en priorité. C'est ce qu'on a choisi d'adresser dans un premier temps parce que la plateforme a vocation à adresser tous les parcours de vie des personnes en situation de handicap et à rassembler des informations qui sont souvent morcelées ou éclatées et de différentes sources dont on ne connaît pas toujours la fiabilité. Donc, cette plateforme sera le point d'entrée unique officiel à terme pour rassembler toutes ces informations. Sur cette plateforme, moi, donc, je m'occupe particulièrement de la partie servicielle, puisque l'objectif, au-delà de l'information et de l'orientation, c'est de permettre aux personnes d'accéder à des services, et en particulier un service qui s'appelle Handi. Donc, ça s'écrit ANDI. Alors, on me demande souvent ce que signifie cet acronyme. Ça signifie Accompagnement numérique au développement de l'immersion. L'objectif du service Handi, alors, pour l'histoire du service Handi, parce qu'il a une petite particularité, ce service a été fondé en mode start-up d'État. Encore un acronyme un peu barbare. Qu'est-ce qu'une start-up d'État? Une start-up d'État, en fait, c'est un programme qui est porté depuis maintenant 2013, je crois, par la Direction interministérielle du numérique et en particulier un incubateur de services publics numériques qui s'appelle BetaGouv. Cet incubateur, il accompagne en fait les administrations et les intrapreneurs au sein des administrations pour lancer des services à impact qui partent du besoin des usagers. C'est ce qui s'est passé pour Handi. La Caisse des dépôts et la plateforme Mon Parcours Handicap, en fait, ont décidé de construire le service Handi en mode start-up d'État. Ce que je n'ai pas dit sur la plateforme Mon Parcours Handicap, c'est qu'elle est portée aussi par d'autres acteurs qui sont la CNSA et le Secrétariat d'État au handicap. Du coup, le Handi, en fait, son objectif aujourd'hui, c'est de
faciliter l'accès à l'immersion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous raconter une petite histoire parce que je pense que ce sera plus parlant, si vous me le permettez. Cette histoire, c'est celle de... Alors, il y a deux histoires, mais la première, c'est celle de Romain. Donc, Romain, il est diplômé d'HEC, donc une grande école, il a un bac plus 5. Il a eu un problème de santé qui fait qu'il n'a pas travaillé pendant 12 ans. Donc, en fait, il n'avait presque jamais travaillé. Et une fois son diplôme en poche, il avait dû s'arrêter. En mai 2019, donc il avait 38 ans, il a repris contact avec le monde du travail en effectuant un duodé, donc en étant immergé pendant une journée au sein de la Caisse des dépôts. Et en fait, ça lui a donné envie de revenir vers l'emploi. Ça l'a remobilisé au moins dans sa tête en se disant j'ai bien aimé cette journée, j'aimerais essayer de repousser la porte d'une entreprise. Donc, Romain est entré en contact avec Andy suite à ce duodé. Et en 2019, à l'automne, on lui a proposé de faire une immersion professionnelle chez TF1 puisque son objectif, c'était de se reconnecter à son métier d'origine qui était le marketing, celui pour lequel il avait été formé. Il a fait une immersion professionnelle pendant 15 jours où il a été immergé dans l'entreprise. Cette immersion, ça lui a permis de tester ses capacités, de se rendre compte en fait qu'il était capable de résister à une journée de travail et qu'il était capable de reprendre confiance en lui et qu'en fait le monde de l'entreprise c'était pas si terrible que ce qu'il pensait. Et surtout, ça lui a donné envie de se remobiliser et de reprendre un accompagnement un peu plus important dans le sens d'un retour à l'emploi. Donc, il est revenu voir son conseiller Cap Emploi, en l'occurrence. Cap Emploi, donc, qui est l'équivalent de Pôle Emploi pour les personnes handicapées. Et il s'est mis à chercher du travail. Et là, il a intégré depuis un peu plus d'1 an une start-up. Il travaille à mi-temps en tant que chargé de marketing. Voilà, des histoires comme ça, j'en ai plein. Je ne vais pas être trop longue, mais en tout cas, Andy, en fait, Andy est né pour accompagner ces parcours-là, puisque nous, on est parti d'un constat, en fait, en construisant la start-up à l'époque, donc c'était en mai 2019, pardon. On est parti du constat que, comme Romain, par exemple, de nombreuses personnes en situation de handicap connaissent souvent des ruptures de parcours ou la plupart aussi deviennent handicapés en cours de vie. On dit que 80% des handicaps surviennent en cours de vie. Et ces personnes ont souvent besoin de tester leur capacité de travail avec, compte tenu de ces nouveaux éléments, par exemple la survenue d'un handicap, ou bien de tester un métier avant de s'y engager, puisque connaissant des ruptures de parcours, et en particulier, il y a beaucoup de jeunes qui nous approchent aussi suite à des ruptures de parcours, ils ont une perte de confiance en eux et ils ont besoin de se reconnecter avec le monde professionnel. On a constaté qu'en fait, il existe un dispositif simple, très facile d'accès et très utile pour se réorienter sur le plan professionnel qui s'appelle l'immersion professionnelle. Et plus particulièrement, en fait, le nom barbare, c'est PMSMP, donc période de mise en situation au milieu professionnel. L'objectif de l'immersion, je vais l'appeler l'immersion parce que si je dois dire PMSMP à chaque fois, ça va être compliqué. L'objectif de l'immersion, donc l'immersion déjà, ce qui était important pour nous, c'était que ce soit un dispositif de droit commun. C'est un dispositif qui est ouvert à tous, que l'on soit en situation de handicap ou non. Moi-même, si je veux, demain, je peux faire une immersion, je peux aller voir mon conseiller Pôle emploi et tester un nouveau métier dans une entreprise. C'était important de passer par le droit commun pour permettre aux personnes handicapées d'avoir accès à certains dispositifs et pour augmenter, en fait, pour accueillir davantage de personnes handicapées en immersion, puisque ce dispositif aujourd'hui n'est pas assez connu, alors qu'il est extrêmement utile. Donc l'objectif, en fait, c'est que pendant une période courte, qui peut aller d'1 journée à 1 mois, une personne peut être immergée en entreprise auprès d'un professionnel en activité qui va lui faire découvrir son métier. Ça peut être utile à plusieurs titres, pour tout le monde, mais en particulier pour les personnes en situation de handicap. Soit, donc, comme je l'ai dit, comme c'était le cas pour Romain, par exemple, découvrir un nouveau métier, tester un nouveau secteur d'activité. Soit, avant une entrée en formation professionnelle, tester un métier avant de s'y former. Soit encore, et ça c'est davantage côté entreprise,
côté employeur plutôt, puisqu'on parle d'employeur pour les employeurs publics et privés. Ça peut aussi être l'occasion de pré-sourcer ou en tout cas pré-identifier des profils qu'ils n'auraient soit pas eu l'idée, soit qu'ils auraient eu des freins ou des réticences à s'y intéresser s'il n'y avait pas eu ce dispositif-là. Souvent, nous on parle énormément d'employeurs, quand on parle à un employeur de recruter une personne en situation de handicap, notamment parce que c'est aussi parce que c'est la loi, mais aussi pour des raisons de sensibilisation, etc. On se heurte à beaucoup de réticences et de freins des employeurs, et c'est normal, c'est parce souvent ils ne connaissent pas, ils ne sont pas sensibilisés, ils ont des représentations qui ne sont pas toujours vraies. Et ce que veut montrer l'immersion, c'est que avant de voir un handicap, c'est les compétences qui vont être mises en avant à travers cette expérience. Et en accueillant en immersion, l'employeur, en fait, souvent, est très agréablement surpris et il va se rendre compte qu'en fait, ils pourraient ouvrir leurs portes à beaucoup plus de profils que ce qu'ils imaginent, et notamment que les personnes handicapées sont avant tout des salariés, des employés, des personnes qui peuvent tout à fait s'insérer dans le monde de l'entreprise, et que le handicap, en fait, une fois qu'il est compensé, et peut-être qu'on y reviendra plus tard sur la compensation, je ne vais pas en parler maintenant, le monde de l'entreprise peut tout à fait leur être ouvert comme n'importe qui. Et on l'a constaté aussi sur Handi, puisque on est en contact avec énormément d'employeurs de toute taille, et les employeurs, souvent, c'est par la mise en lien et par la confrontation avec une personne handicapée qu'ils peuvent aussi déstigmatiser le handicap dans leur structure. Donc l'immersion sert aussi à ça, côté employeur. Et elle sert aussi à recruter des profils différents, par exemple sur des métiers en tension. Et ça peut aussi être l'occasion de recruter des profils sur des métiers qui d'habitude où ils ont du mal à recruter ou identifier les bons profils. Merci beaucoup. Je pense que je vais pas être beaucoup plus longue que ça. Merci pour cette première présentation très riche avec déjà beaucoup d'informations, rien qu'avec la plateforme Mon Parcours Handicap et le programme Handi. On a déjà des questions qui vous attendent dans le chat, on va vous les poser tout à l'heure. Une information donc essentielle dans votre intervention, Gaëlle, c'est que la plupart des personnes handicapées deviennent handicapées au cours de leur vie. Donc ça, c'est vraiment un élément important qui montre bien que les dispositifs dont nous parlons doivent aussi s'adapter à tous les types de parcours, que le handicap soit de naissance ou arrivé à l'âge jeune ou qu'il arrive en cours de vie. On va y revenir tout de suite. Maintenant, je donne la parole à Simon Aurier, donc le directeur de l'association Signes de Sens. 10 minutes pour Simon. Bonjour à tout le monde, merci à Lécano pour cette opportunité d'échanger avec vous, merci à Jérémy pour le passage de parole. Du coup, moi, Signes de Sens, donc c'est une association qui depuis 2003 travaille sur la transition inclusive de la société. Donc nous, notre métier très concrètement, c'est de prendre une problématique et d'essayer de proposer des solutions. Pour ça, on a 3 clés principales que sont une vision, c'est que pour nous, le handicap, c'est une opportunité d'innovation, c'est une opportunité de créer des choses qui vont enrichir et même peut-être enchanter l'expérience collective. La deuxième, c'est la méthode. On s'appuie sur le design, qui est la méthode qui nous paraît performante pour à la fois être très orientée sur l'utilisateur, puisque le design va mettre au cœur de tout processus de transformation l'usager. Mais c'est aussi une méthode qui va fédérer les parties prenantes. Donc ça, c'est ce qui nous plaît, c'est que c'est très collaboratif, très collectif, puisqu'en fait, on est très convaincu qu'une transition inclusive, elle ne s'opère que si l'ensemble des acteurs de la chaîne collaborent à sa résolution et éviter des conflits ou des choses qui sont trop frontales et qui ne permettent pas au final de faire une transition. Et le troisième, c'est tout simplement le réseau. Donc, au-delà de cette méthode design, c'est qu'on travaille sur un troisième levier qui est le réseau. On travaille avec beaucoup de parties prenantes et c'est vrai que le design, c'est ce qui nous permet de les mettre en mouvement. Donc, voilà, donc très concrètement, on prend une problématique et on va l'adresser avec ces 3 éléments clés, la vision, le design et le réseau.
On va travailler sous deux formes. On a nos propres projets. En tant qu'acteur associatif, on porte des projets sur des problématiques qui nous remontent de nos partenaires terrain ou que nous, on identifie en travaillant avec les enfants en situation de handicap ou avec les adultes, avec les familles, enfin voilà, avec nos différents partenaires. Et puis parfois, on est plutôt en prestation, c'est-à-dire qu'on accompagne des structures de différentes natures. Ça peut être des services publics, ça peut être des entreprises, des acteurs culturels, etc. Donc on va les accompagner dans leur volonté de transiter vers l'inclusion, c'est-à-dire d'améliorer leurs pratiques pour que tous les publics puissent y participer. Donc voilà un peu le cadre de Signe de Sens. Et donc sur la question de l'emploi, parce que ce n'est pas le seul sujet qu'on adresse, hein, on va travailler sur des sujets très très divers. Sur l'emploi, je dirais que dans le prolongement de ce que disait Jérémy, c'est vrai que la question de l'accessibilité, c'est toujours deux facettes. C'est qu'est-ce qu'on va demander à la personne en situation de handicap de bouger sur ses postures, ses outils, ses apprentissages, etc. Et ensuite, il y a comment on va demander à l'environnement de se transformer pour être plus inclusif et finalement de permettre à toutes les personnes de participer. Là, nous, on va travailler un peu sur les deux axes. Donc, parfois, on va travailler sur ce qu'on appellerait peut-être plus de la compensation, une aide technique ou un changement de posture, une montée en compétences. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne de progresser ou de s'équiper pour être plus capable de quelque chose. Et donc, on va développer un projet de design qui va permettre à quelqu'un d'améliorer sa capacité à s'intégrer dans un univers. Mais de l'autre côté, on va participer à la transition inclusive et presque, j'ai envie de dire que c'est les sujets sur lesquels on est le plus actif, c'est-à-dire qu'on va plutôt travailler avec l'environnement pour essayer de comprendre comment, à partir de la problématique et des besoins identifiés par une personne en situation de handicap, on va pouvoir repenser complètement le système et le service qui est proposé aux usagers. Donc nous, notre parti pris, il est vraiment de dire qu'à partir de la problématique et de l'endroit précis que la personne a identifié, parce qu'elle vit une spécificité et qu'à cet endroit-là, elle ne peut pas franchir l'obstacle, en fait, on va identifier finalement une opportunité d'améliorer le service pour tous. Donc, c'est vraiment ça le leitmotiv de Signe de Sens, c'est comment on améliore l'expérience collective à partir de l'opportunité révélée par une personne en situation de handicap. Et même au-delà de ça, souvent, on va se rendre compte que la stratégie, elle va venir des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'eux, dans leur quotidien, ils ont l'habitude de contourner, de développer des stratégies de contournement ou de créer eux-mêmes en permanence des opportunités et des solutions. Donc, on va aussi s'appuyer sur ça. Et finalement, le processus de design il va permettre de collecter ces informations et de les valoriser, de les transformer pour vraiment innover sur le contexte que vit la personne. Donc voilà, donc ça c'est vraiment voilà, la clé. Donc en termes de projet, concrètement, nous, on a par exemple travaillé sur la lexicalisation des métiers en langue des signes. Puisque finalement, comment voulez-vous exercer un métier en langue des signes si vous n'avez pas accès dans une langue qui est celle que vous utilisez, aux mots-clés, aux terminologies métiers. Donc, vous pouvez à la fois pas vous former et vous ne pouvez pas non plus derrière être crédible dans un métier si vous ne maîtrisez pas le lexique métier. Donc, on a travaillé sur cette lexicalisation en langue des signes et notamment avec le Centre lillois de réadaptation professionnelle qui, en plus, avec eux, on a exploré et valorisé surtout tout le travail qu'ils mènent sur l'accessibilité de la formation professionnelle. Donc, comment demain vous permettez à des formations professionnelles d'être plus accessibles aux personnes sourdes, qu'elles utilisent la langue des signes ou qu'elles soient plutôt sur de l'oralisation, lecture sur les lèvres, écriture. Donc voilà, comment globalement améliorer l'accès à la formation professionnelle. Ensuite, on a travaillé sur d'autres sujets, mais aussi sur un autre aspect de l'inclusion professionnelle qui est celle de la vision par l'entreprise du handicap. En gros, aujourd'hui, le gros levier qui fait que les entreprises bougent vers le handicap, c'est quand même une taxe AGFIP qui dit, en gros, si vous ne remplissez pas des obligations d'emploi, vous avez un impôt supplémentaire et qui est un levier qui est important parce qu'il fait bouger les lignes. Donc, en complément de ces contraintes, on va dire, plus réglementaires, nous, on essaye surtout de faire percevoir aux entreprises l'importance pour elles, sur leur cœur d'activité, sur leur core business, du handicap comme un levier de développement et de performance. Et là, vous voyez le lien avec ce que je disais précédemment, c'est que si on arrive à montrer aux entreprises que intégrer le handicap, c'est aussi développer des opportunités d'innovation, produits, services, voire même d'innovation sur les process métiers, alors là, on y gagne parce que vous basculez d'un financement qui est plutôt orienté RSE, bienveillance, à un financement qui va être orienté R&D, qui est une toute autre nature
de financement, ce n'est pas tout à fait non plus les mêmes, mais c'est aussi des opportunités de finalement, derrière, valoriser cet apport d'une personne en situation de handicap dans l'entreprise comme un des leviers clés qui a permis à l'entreprise d'inventer des nouveaux produits et des nouveaux services. Donc, il y a plein d'exemples, hein, ce n'est pas quelque chose que j'invente ou que j'essaye de vous convaincre d'accepter intellectuellement. Il y a plein d'exemples d'innovations qui ont été des succès commerciaux, qui ont en fait à la base été générés par une personne en situation de handicap qui a dit à cet endroit-là, ça ne me convient pas, j'aimerais passer par un autre chemin. Et au final, on a inventé une solution avec elle qui est devenue un succès commercial. Donc, en tout cas, on travaille notamment avec la GFIP en ce moment sur la création de petits clips vidéo qui auront vocation à donner des exemplarités très concrètes pour les entreprises, pour leur montrer que le sujet n'est pas que du côté RH, RSE, mais bien du côté aussi innovation et stratégie de développement de l'entreprise. Donc, en tout cas, pour moi, côté on va dire emploi, il me semble qu'il y a ces deux grands enjeux, des outils, c'est-à-dire comment l'entreprise développe des outils qui permettent à une personne en situation de handicap de mieux intégrer ses emplois, donc ses postes. Donc ça va aller de la formation professionnelle jusqu'à l'intégration en situation d'emploi. Et de l'autre côté, il y a la question de la vision, c'est-à-dire pourquoi recruter une personne en situation de handicap, c'est intéressant. Et pourquoi recruter en gros quelqu'un qui est différent, c'est intéressant. Et en tout cas, très clairement, du côté de l'innovation, il y a des gros leviers. Donc il me semble que voilà, on travaille sur 3 leviers, la vision par l'entreprise de ce qu'est le handicap comme opportunité. Un aspect plus concret, c'est comment on peut permettre à une personne d'occuper un emploi et d'être à l'aise, donc développer des outils qui lui permettent de trouver sa place et de fonctionner correctement au sein de l'entreprise, et du coup de valoriser ses compétences. Et à un troisième niveau, comment on s'assure que les personnes en situation de handicap ont accès à la formation, qui est indispensable bien sûr pour demain occuper un poste dans une entreprise X ou Y. Voilà un peu moi ce que je peux vous partager. Merci beaucoup Simon, pile poil les 10 minutes. Alors, vous êtes nombreux à poser des questions sur le chat et je vous invite à continuer à en poser. Vous êtes sur Facebook, LinkedIn, sur YouTube, posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, j'en ai plusieurs pour démarrer, pour Gaëlle, avec un défi. Donc, je vais lui donner 3 premières questions, et elle va nous répondre en 4 minutes. 4 minutes. La première question, c'est en fait, clairement aujourd'hui, quelle est l'obligation dont nous parlons? Parce qu'on fait un peu comme si tout le monde savait de quoi il s'agissait, et peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent ce soir, il y a des employeurs ou des acteurs économiques qui s'interrogent sur la manière dont ils peuvent aborder le sujet, qui ne connaissent pas la loi, qui ne connaissent pas le principe de l'emploi des personnes handicapées. Qu'est-ce que vous leur répondez? Et vous en profiterez pour nous dire si le programme Handi est national. C'est quelque chose que j'ai remarqué, vous me direz ce que vous en pensez, c'est que souvent on aime bien les mots avec Handi, on fait des jeux de mots, donc on dit ceci, on dit cela. Bon, moi perso, je ne suis pas fan, hein, mais bon, chacun fait comme il peut. Et vous nous direz aussi si les périodes d'immersion dont vous nous parliez peuvent être aussi prescrites par d'autres acteurs que le seul service public de l'emploi. 4 minutes. 4 minutes, ça marche. Donc là, il est 19h31, j'ai jusqu'à 35. Alors, la première question, c'est celle de l'obligation d'emploi. Aujourd'hui, il y a une loi, enfin, il y a 2 lois même, qui régissent l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en France. La première, c'est une loi. Alors, le premier secteur à être concerné, ça a été le secteur privé. Une loi de 87, il me semble, qui a créé un organisme que vous connaissez peut-être de nom qui s'appelle l'AGFIP. L'AGFIP a été créée donc, pratiquement en même temps que la loi. Et cette loi oblige, alors moi non plus, j'aime pas trop ce terme, mais c'est ce que fait la loi, aux entreprises de plus de 20 salariés à recruter 6% de personnes en situation de handicap. Cette loi a été étendue au secteur privé par la loi du 11 février 2005 qui a créé le FIPHFP, qui est l'équivalent de l'AGFIP pour la fonction publique. Et comment fonctionne en gros ce principe de quota, c'est qu'une entreprise qui n'embauche pas 6% de personnes en situation de handicap paye des taxes
Alors, pour le secteur public, c'est au FIPHFP, pour le privé, c'est à la GFIP, au prorata de ce qu'elle n'embauche pas. Exemple, une entreprise qui a 4% de personnes en situation de handicap payera moins, c'est très schématique tout ça, mais payera moins de taxes qu'une entreprise qui en embauche 2%. Pour s'affranchir de cette obligation d'emploi, il y a plusieurs moyens, notamment du recrutement direct, mais aussi de passer par des achats responsables, donc le secteur protégé, par exemple des ESAT. Donc, on peut s'en affranchir par plusieurs moyens. Mais si vous êtes employeur privé, je vous invite à vous rapprocher de l'AGFIP si vous ne savez pas comment faire, et si vous êtes employeur public, du AFIP et HFP. Voilà, j'espère avoir répondu assez rapidement. La deuxième question, c'était est-ce que Handi est national? Alors oui, notre base est nationale, mais nous sommes... alors, dans l'optique de la start-up d'État, on avait des territoires d'expérimentation qui sont au nombre de 6, donc 6 régions pilotes. Si je me rappelle bien, il y avait notamment Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France et Gironde, enfin bref, 6 régions. Et donc la base est notre base de données à des acteurs qui sont un peu mieux identifiés sur ces territoires-là. Et vous pouvez chercher une immersion partout en France. Et on s'étend sur de nouveaux territoires et envers de nouvelles entreprises toutes les semaines. Et la troisième question, pardon Jérémy, j'ai oublié votre question. Ma question donc, qui venait du chat, c'est pour savoir si les périodes d'immersion peuvent être prescrites par d'autres acteurs que le seul service public de l'emploi. Excellente question, c'est hyper intéressant comme question. Effectivement, donc, les prescripteurs par défaut de la PMSMP, de l'immersion, ce sont le service public de l'emploi, Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, mais il peut également y avoir des délégataires de prescription qui peuvent avoir une convention avec Cap Emploi et Pôle Emploi pour passer pour prescrire directement des PMSMP à leur public, et c'est le cas d'un certain nombre d'associations notamment qui le font. Voilà, j'ai même gagné 1 minute sur le temps. Merci beaucoup Gaël. On te retrouve tout de suite. Moi, j'ai maintenant quelques questions pour Simon avec le même défi, celui des 4 minutes. Alors, deux premières questions. Est-ce que aujourd'hui, on peut encore dire que, il y a des métiers qu'on a intérêt à recommander plus particulièrement à tel ou tel handicap, parce que les aveugles doivent aller au standard et les sourds au jardin ou à la menuiserie. Ou est-ce qu'on doit avoir une autre approche? Et voilà. Et plus concrètement, comment vous expliqueriez à un employeur ce qu'il peut faire pour que l'aménagement de son environnement de travail puisse accueillir n'importe qui, n'importe quel type de salarié, quel que soit son handicap. 4 minutes. Oui, alors c'est des vastes questions. Alors, métier à recommander à tel handicap ou tel handicap, effectivement, il y a un petit peu d'historique. Je peux vous partager une petite anecdote d'il y a peut-être 15 ans, où j'ai échangé avec une jeune femme qui était malvoyante, mais assez balèze, voilà, qui avait vraiment un faible reste visuel. Et elle me disait qu'en fait, à l'école pour enfants aveugles, elle voulait faire de la trompette et on lui a dit non, parce qu'en fait, les aveugles font du piano. Donc, elle a dû faire du piano. Donc, ça m'a beaucoup marqué à l'époque, parce qu'effectivement, en gros, les sourds allaient à l'imprimerie. Les sourds allaient à l'imprimerie, pourquoi? Parce que c'était très bruyant et qu'il fallait des gens que ça ne dérange pas. Donc, les sourds, comme ça ne les dérangeait pas, ils allaient faire de l'imprimerie. Bon, et du coup, les aveugles, ils faisaient du piano et ils accordaient les pianos parce que Stevie Wonder, et que c'est très sympa, Stevie Wonder, mais le truc, c'est que tous les aveugles, ils n'ont pas envie d'être Stevie Wonder. Donc, voilà, ça, c'est une première clé, c'est qu'il y a des a priori, comme sur beaucoup de sujets, soit, mais en tout cas, il y a forcément des connexions qu'on va faire. Par exemple, un sourd qui voudrait faire ingénieur du son, c'est sûr que comme ça, au tout départ, on ne va pas lui dire Banco, c'est génial, c'est vraiment un super projet professionnel. Donc, il faut être un petit peu réaliste. Et effectivement, il y a des choses qui sont a priori, qui ont l'air plus logiques et d'autres plus difficiles ou plus éloignées. Mais pour autant, ça ne les rend pas impossibles. Et donc, moi, c'est plutôt de mettre toujours en phase la passion, la motivation et derrière, le chemin qu'il y aura à parcourir pour y arriver. Et il y a tellement de contre-exemples qu'on peut quand même aussi
nourrir tous les jeunes en situation de handicap, et les moins jeunes d'ailleurs, sur le fait qu'il n'y a pas grand-chose d'impossible. Voilà. Donc ça, c'est mon premier sujet. Mais ça vaudrait presque, d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour tout le monde. En tout cas, moi, quand j'interviens dans des formations ou des écoles, c'est ce que je rappelle un petit peu tout le temps, c'est qu'il n'y a pas d'impossible, si ce n'est ce que chacun décide de ne pas faire. Après, voilà, très concrètement, il y a des profils qui vont se prêter ou qui vont avoir une tendance à être plus à l'aise dans certains types de métiers, certains types de postures que dans d'autres. L'écueil de ça, c'est que aujourd'hui, vous avez beaucoup de formations pour les autistes Asperger sur la gestion d'écrans de surveillance. Voilà, parce que quand vous êtes autiste, vous aimez regarder plein de choses en même temps et porter attention à tous les détails. Alors, on s'est dit, ils vont tous regarder des écrans puis surveiller des caméras dans les métros. Bon, voilà. La question, c'est toujours la différence entre une opportunité parce que ça peut faire sens et une réduction où on dirait tous les autistes adoreraient observer des caméras de métro toute la journée. Voilà. Et donc, il faut s'assurer qu'une intégration professionnelle, ça reste aussi un projet professionnel avec un parcours de transformation et d'évolution de ces pratiques. Donc ça, c'est la vision que je peux vous partager qui serait un peu la mienne. Ensuite, aménager son poste de travail. Alors là, il y a deux choses très importantes. Il y a beaucoup d'outils qui existent déjà, il y a beaucoup d'expertise qui existent déjà. Donc surtout, la clé, quand vous voulez intégrer une personne en situation de handicap, c'est de vous appuyer sur les expertises qui sont présentes dans votre territoire. Et là, je reviens vers l'AGFIP, c'est que l'AGFIP est aussi un bon prescripteur pour identifier des structures qui ont elles-mêmes un financement par l'AGFIP pour accompagner l'intégration sur un poste de travail pour une personne en situation de handicap et qui ne coûtent pas à l'entreprise. Et par ailleurs, vous pouvez même aller vous appuyer sur quelques partenaires comme les mutuelles prévoyance qui parfois, elles aussi, concourent et cofinancent des installations sur des postes de travail. Donc moi Simon de Signe de Sens, je ne peux pas vous donner des espèces de baguettes magiques sur comment on adapte un poste à tout le monde. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un projet qui est génial, c'est de se dire comment je crée un environnement de travail inclusif. Et là, c'est une mission pour du design. Vous allez prendre votre espace de travail, vos métiers, votre ambition RH, et on va construire un espace de travail inclusif. Et après, il y a les outils et les aides techniques qui viennent compléter ce parcours. Il faut bien avoir conscience que l'inclusion, c'est deux dimensions complémentaires pour moi. C'est un design inclusif et les aides techniques bien mobilisées. Et c'est cette imbrication des deux qui crée pour moi une vraie inclusion. Sinon, c'est comme de penser qu'on va dire à tous les gens qui ont des lunettes, vous mettez plus vos lunettes parce qu'au bureau, on a fait un espace de design inclusif. Ça n'a aucun sens. Donc, vous voyez, c'est un peu la logique du dernier kilomètre. L'aide technique, elle fait le dernier kilomètre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on demande à l'aide technique de faire tout le voyage. Et ça fait un peu trop. Merci beaucoup, Simon, pour cette réponse très vivante. Mais on va y revenir. Je ne vais pas te lâcher. Je veux quand même que les personnes qui nous écoutent, qui découvrent le sujet, aient quand même quelques exemples très concrets pour qu'ils puissent se projeter. Donc, je te laisse 4 minutes pour y réfléchir. En attendant, je reviens vers Gaël avec 2 questions très précises. Gaël, est-ce qu'il existe des aides de l'État pour aménager l'espace de travail ou autre, voilà, qu'est-ce qu'on a de disponible à proposer aux employeurs et comment on pourrait mettre en avant dans la fiche de poste sur l'offre d'emploi bien peut-être la volonté de l'employeur d'avoir une politique ouverte à tous les profils. Comment vous feriez-vous? 4 minutes, Gaël. Alors, je voulais réagir à ce qu'avait dit Simon, juste en 30 secondes. Je ne sais pas si je peux. Sur l'histoire des métiers prédestinés pour les personnes en situation de handicap, parce qu'on a eu le cas sur Andy. Je vais le faire en 1 minute, promis. C'est qu'on avait beaucoup de personnes qui venaient nous voir en disant « Je veux être secrétaire administratif ». Moi, je n'avais jamais entendu parler de ce métier de ma vie. En fait, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi ils veulent tous être secrétaire administratif, quoi. Et en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était souvent des métiers qui étaient recommandés à des personnes qui avaient eu un handicap en cours de vie ou un accident de la vie par leurs conseillers, leur entourage, etc. Parce que c'était un métier facile et qui ne demandait pas trop de réfléchir et d'accompagner la personne et qui pouvait être un peu exercé par les personnes qui n'avaient pas spécialement soit de diplôme s'ils étaient en reconversion, soit voilà, qui allaient être assis, entre guillemets, etc.
Et c'est aussi de ça qu'est né Handi, de cette volonté d'ouvrir tous les métiers aux personnes en situation de handicap en se disant c'est pas parce que je suis handicapée que je ne peux pas devenir fleuriste parce qu'avant j'étais préparateur en pharmacie par exemple. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Donc ça m'a beaucoup parlé ce que vous avez dit, Simon. Alors juste pour revenir à votre question, aujourd'hui oui il y a des aides de l'État pour aménager des postes de travail, évidemment il y en a plein. Alors moi j'ai travaillé au FIPHFP un peu avant, il y a quelques années. Les aides aujourd'hui, elles sont alors justement soit techniques, comme ce que vous disiez, Simon, c'est-à-dire des aides à l'aménagement de poste. Ça peut aller d'un fauteuil ergonomique à un clavier avec en braille, à une boule pour adapter son poste, etc. À des aides aussi pour compenser un handicap auditif ou visuel, jusqu'à un certain plafond. Ça veut dire que l'État va compenser la situation de handicap, va compenser le FIPHFP va payer le reste à charge pour l'employeur de la compensation. Ça veut dire qu'il ne va pas aménager l'ensemble, ce qui serait le cas pour tous les travailleurs, il va juste aménager le reste à charge rembourser le reste à charge pour l'employeur. Il y a aussi des aides qui sont des aides humaines qui peuvent être mobilisées, par exemple un tuteur dans l'entreprise ou pour le handicap psychique, ce qui s'appelle notamment du job coaching, donc avoir une sorte de coach qui nous coach depuis le milieu médico-social, entre guillemets, jusqu'à l'entreprise et qui peut nous accompagner pendant toute notre vie sur la durée. Donc, il y a tout un tas d'aides qui sont extrêmement larges aujourd'hui, qui peuvent être mobilisées, mais là encore, je vous invite à aller vous renseigner sur le catalogue des aides du FIPHFP ou le catalogue de la GFIP parce que c'est hyper complet. Et les plafonds sont vraiment assez importants. Et il y a aussi des aides à l'apprentissage cette année. Et d'ailleurs, l'apprentissage est ouvert sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Et j'ai encore oublié votre question. Je suis désolée. J'ai une mémoire de poisson rouge. La deuxième question portait sur le conseil que vous pouvez donner pour que les offres d'emploi et les fiches de poste affichent de la meilleure manière la volonté de l'employeur d'être totalement ouvert. Alors, moi, je vois souvent passer des fiches de poste où l'employeur peut mentionner le fait qu'il est ouvert à l'accueil de tous les profils, quel que soit le handicap, la situation, et sans limite de discrimination. Je pense que c'est une façon détournée de dire que les personnes en situation de handicap sont bienvenues. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas non plus flécher les personnes handicapées en disant « je recherche une personne handicapée », on recherche des compétences. Donc, sur une fiche de poste, c'est un peu compliqué de le dire comme ça. Mais après, il y a des sites aussi spécialisés. Moi, je pense à Handi parce que c'est ce que je connais, mais il y a plein de sites spécialisés pour le handicap où vous pouvez aussi déposer vos offres. Et voilà, il y a des cabinets de conseil spécialisés aussi. Je ne sais pas si on peut donner des noms ici, mais voilà, il y a plein de cabinets de conseil spécialisés dans le handicap où les employeurs sont les bienvenus. Ce qu'il faut regarder aussi en tant qu'employeur, je pense, c'est l'aménagement de poste. Et peut-être insister sur le fait que, en tant qu'employeur, vous êtes prêt à écouter les demandes d'aménagement plus que le handicap. Même chose pour une personne en situation de handicap qui se pose des questions. Est-ce que je dois parler de mon handicap en entretien? C'est souvent des questions qu'on a et voilà, je pense que n'importe quelle personne en situation de handicap se l'est peut-être un jour posée. Alors, ce n'est pas à moi de vous dire s'il faut le faire ou pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut le faire sous l'angle de l'aménagement parce que c'est rassurant déjà pour l'employeur de montrer qu'on se connaît, qu'on sait de quoi on a besoin et de montrer qu'en fait, avec un aménagement, on peut travailler normalement. Merci beaucoup Gaël. Donc c'est vraiment essentiel de rappeler aussi que effectivement ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'indication particulière sur le handicap dans la fiche de poste et l'offre d'emploi que le poste n'est pas par définition accessible au candidat, quelle que soit ta contrainte. Voilà, il y a la communication qu'on peut mettre en place pour attirer des talents, des profils les plus divers, mais par définition,
nous avons accès à tous les postes, quels qu'ils soient et quel que soit le handicap. C'est d'ailleurs une des revendications, et encore très forte, des associations, qu'on puisse supprimer définitivement toutes les contraintes du handicap dans la liste des CAP, les fameux emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières qui restent, dans beaucoup de cas, un gros frein donc à l'insertion de personnes handicapées. Et en 2021, eh bien, tout n'est pas encore réglé. Merci beaucoup, Gaël. Vous allez tout à l'heure reprendre la parole pour un mot de la fin. Simon, donc, s'il vous plaît, Simon, des exemples très concrets et peut-être en rebondissant sur ce que Gaël a dit à propos de handicap psychique. Je parie qu'il y a parmi les personnes qui nous écoutent des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, un mot sur le handicap psychique et puis des exemples concrets donc, sur la manière dont on peut aménager le poste, rendre accessible l'aménagement, enfin l'environnement de travail et aussi pour des handicaps qui sont pas visibles. Donc, par exemple, pour la communication. Du coup, oui. Alors, effectivement, ce que j'ai essayé de préparer pendant mes 5 minutes de devoir, c'était juste de resituer aussi, quand on parle d'aménagement d'espace de travail, les différents espaces qui interagissent, on va dire. Donc, vous avez bien sûr la personne en situation de handicap qui occupe un poste, vous avez son poste de travail en lui-même, donc les outils qu'elle utilise au quotidien pour travailler. Vous avez les collègues, qui sont quand même une des clés de la réussite de l'intégration d'une nouvelle personne dans une équipe, ça on le sait très bien. Et puis, vous avez l'institution, c'est-à-dire l'entreprise en elle-même qui est autour de ce réseau de collègues. Donc, en fait, sur chacun de ces acteurs, il va falloir agir si vous voulez avoir une bonne intégration d'une personne en situation de handicap. Donc, à la fois la personne, vous allez l'aider à progresser dans son parcours professionnel. Donc, typiquement, vous allez la former, etc. Et là, pour la formation, vous allez parfois vous confronter à l'inaccessibilité des parcours de formation. Donc, vous allez avoir cette question à aller challenger au niveau des OPCA, ou des organismes de formation. Ensuite, sur les outils qu'elle utilise au quotidien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'adaptation du poste de travail, c'est-à-dire de voir de quels outils elle a besoin. Parfois, elle les connaît. Parfois, il y a un diagnostic externe qui va venir compléter ou affiner son besoin. Et à la fin, vous avez une reco d'évolution et tout ça, vous êtes financé et soutenu. Et ensuite, vous avez l'environnement au sens de l'espace physique. Donc, par exemple, la gestion de la lumière, la gestion du bruit, la gestion des espaces privés et des espaces collectifs. Donc, par exemple, si vous avez une personne en situation une personne porteuse d'autisme, vous allez avoir un ensemble de recos sur les particularités sensorielles de ce public. Donc, c'est-à-dire notamment le fait de ne pas utiliser des néons, de faire très attention au type de lumière que vous mettez, parce qu'il y a des lumières qui sont très peu agréables en vrai pour tout le monde, sauf que les autistes sont peut-être les seuls qui l'expriment, mais en vrai, c'est une lumière qui n'est pas très recommandée parce que c'est une lumière qui est assez fatigante. Donc, vous allez avoir des recommandations sur le bruit, la gestion du bruit ambiant, etc., qui va valoir aussi, par exemple, pour des personnes qui ont de l'hyperacousie, qui sont très sensibles au bruit. Donc, on va vous faire mettre des tapis au sol ou des choses comme ça. C'est rarement des choses incroyables. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est rarement des choses… c'est pas comme si on a inventé une fusée, quoi. C'est des choses, en fait, finalement, d'aménagement de petites histoires. Et parfois, vous avez des entreprises qui improvisent et qui font des choses assez chouettes en discutant et en mobilisant la personne aussi. Donc voilà. Et après, pour les collègues, vous avez des outils tout bêtes qui sont effectivement les sensibilisations, les formations, pour les aider à mieux appréhender la situation vécue par leurs nouveaux collègues. Et là aussi, pas forcément pour se suradapter à ça, mais juste pour en avoir conscience et du coup gérer la relation d'une façon ajustée. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, dans les handicaps, pour rebondir, il y a effectivement des handicaps qui sont peut-être plus connus, que sont tout ce qui va être déficience auditive, déficience visuelle, tout ce qui va être trouble cognitif, déjà un petit peu moins facile d'appréhension, donc sur lesquels vous allez avoir des outils comme le facile à lire ou des outils d'adaptation de la communication, c'est-à-dire que l'information que vous transmettez, elle est la même, mais vous la rédigez d'une façon qui est beaucoup plus facile à s'approprier. Ce qui est d'autant plus intéressant quand on sait que je crois que c'est la moitié des personnes en situation d'illettrisme qui sont en situation d'emploi. Donc ça veut dire qu'aussi en faisant ce travail-là, vous facilitez l'accès à l'information pour tous les salariés pour lesquels, quelque part, le français peut être un frein, soit parce qu'ils sont d'origine étrangère,
soit parce qu'ils ont une problématique de maîtrise du français. Et pour tous les autres, vous leur simplifiez la tâche parce qu'on sait bien qu'en entreprise, la moitié des conflits, c'est parce que les gens ils se sont envoyés un mail où il y a eu une incompréhension ou une mauvaise interprétation. Et au final, on est parti pour 6 mois de gestion de crise d'équipe. Donc, pour moi, tous ces outils-là, c'est des bonnes pratiques que le handicap impose, mais qui devraient déjà exister dans les entreprises sur la communication interne. Donc vous voyez, là, on retombe sur mon truc de conception universelle. C'est juste une bonne pratique. Donc, en tout cas, la communication, vous allez avoir ce genre d'outils. Et après, pour le trouble psychique, alors c'est plus complexe pour moi parce que vous avez des situations qui sont très, très, très variables. Ça peut être des troubles très, très présents, très envahissants, jusqu'à des choses beaucoup plus discrètes et beaucoup plus légères, c'est-à-dire des troubles qui vont faire que pendant parfois certaines périodes, vous êtes moins disponible ou très fatigable, ou à l'inverse, des handicaps psychiques beaucoup plus lourds, où là, vous avez vraiment des troubles de la personnalité, des troubles du comportement. Enfin, vous allez retrouver des choses qui peuvent être plus complexes et plus présentes au quotidien. Mais souvent, ça va se gérer par des adaptations aussi de temps de travail, avec de la fatigabilité accrue, etc. Une acceptation de certaines flexibilités dans le quotidien, c'est-à-dire de pouvoir aller dans un espace de repos, ce qu'on va appeler un espace de retrait sensoriel ou de repos sensoriel, un endroit où je peux juste être au calme, personne ne va me parler, personne ne va me déranger, et je vais pouvoir me redescendre, ce qui est aussi souvent utilisé avec les personnes avec autisme. Mais en fait, c'est aussi ce qu'on appelle une salle de sieste aujourd'hui dans les entreprises ou une salle de repos, sauf qu'elle est juste bien faite, c'est-à-dire qu'une salle de repos où vous avez 70 affiches au mur, de la musique et tout le monde qui passe toutes les 5 minutes, bah, c'est plus une salle de repos en fait. Voilà, donc quelques exemples un peu à la… Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir conscience que c'est cet espace complexe, la personne, son poste de travail, ses collègues et l'institution dans laquelle elle travaille. Il faut travailler sur tous ces axes si on veut réussir une belle intégration. Merci beaucoup Simon. Alors en 1 heure, c'est très difficile de développer tous les sujets qui concernent le handicap et l'emploi, parce que d'autres, tu as fait des années qui y passent toute leur journée. En tout cas, l'objectif, c'est pour nous d'essayer de donner envie au plus grand nombre de regarder ce qu'il peut faire là où il est, là où il travaille. On arrive un peu à la fin de notre rencontre et je vais tourner à nouveau vers Gaël, puis vers Simon, pour que en 3 minutes chacun, ils répondent à 2 questions. La première, c'est quels conseils ils ont envie de donner aux personnes qui nous écoutent, donc qui parfois ce sont les personnes handicapées, parfois les employeurs qui s'interrogent encore sur la manière dont ils peuvent s'y prendre. Et deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous n'ayons plus besoin de vous, pour que nous n'ayons plus besoin de mon parcours handicap et de signe de sens. Waouh! C'est compliqué. Vous allez y arriver. Alors, la première question, quel conseil je donnerais aux personnes qui nous écoutent? Alors, je ne sais pas exactement quelle est la composition précise de ceux qui nous écoutent, mais ce que je donnerais comme conseil, en fait, c'est un conseil assez simple, c'est de commencer par des petites actions, en fait, quelle que soit la partie à laquelle on appartient. L'immersion, encore une fois, Andy a été créé pour ça parce que je me souviens, d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote, quand j'ai créé Andy en 2019, une personne en interne était venue me voir en me disant, parce que la feuille de route qu'on avait, c'était créer un service pour l'emploi des personnes handicapées, hyper large, il y en a plein qui existent, etc. Nous, on s'est dit, on va s'adresser à un tout petit périmètre qui n'est pas encore adressé et un dispositif qui n'est pas connu. Et une personne est venue me voir en interne en me disant, mais en fait, ce que vous faites, c'est pas de l'emploi, quoi. C'est de l'immersion, c'est des stages. En gros, ça compte pas. Et non, je lui avais dit, bah, justement, l'immersion et le fait de se fixer un objectif de mise en lien, c'est ça qui crée l'effet papillon, on va dire, qui va faire que dans la tête d'un employeur va germer l'idée de s'engager un peu plus durablement au fur et à mesure, et dans la tête d'une personne handicapée va germer aussi l'idée de se dire, en fait, l'entreprise, je peux pousser les portes de l'entreprise et c'est pas si terrible, et je ne suis pas obligée d'avoir un CDI pour 15 ans, mais je peux faire une immersion de 2 semaines, c'est déjà un petit pas, et c'est déjà super. Et ça fait le lien avec un autre service qui vient de sortir sur mon parcours handicap, qui s'appelle Autodiagnostic Handicap, et qui permet aux entreprises qui a été développé avec l'AGFIP et le ministère du Travail, qui permet en fait aux entreprises de diagnostiquer l'état actuel de leur politique handicap. Ce service, il a été conçu exactement dans ce sens-là. L'objectif, c'est que chaque entreprise peut remplir son autodiag en 10 minutes
et à partir de là, progresser grâce à des petites actions simples et concrètes vers un peu plus d'inclusion chaque jour, mais sans se dire je suis obligé d'avoir une feuille de route longue comme le bras pour être le meilleur employeur de la Terre. Donc voilà, ça c'est le conseil que je donnerais. Et ensuite, le deuxième conseil, comment faire pour ne plus avoir besoin de nous. Je pense que déjà, pour ne plus avoir besoin des organismes comme le FIP et la GFIP, il faudrait qu'on arrive à un taux d'emploi. Parce que le principe, en fait, c'est que plus il y a de l'emploi, moins les organismes ont de l'argent. Et du coup, le système s'autodétruit. Donc, en fait, il faudrait qu'on aille vers de plus en plus d'inclusion. Mais l'inclusion, ça peut aussi passer par faire le recours au secteur protégé, faire des petites actions toutes simples et ne plus avoir besoin de mon parcours handicap. En fait, j'espère pas qu'on n'aura plus besoin de mon parcours handicap. J'espère que mon parcours handicap va réussir à centraliser toutes les infos qui sont aujourd'hui morcelées. On aura toujours besoin d'informations, de conseils et d'orientation. Donc pour moi, au contraire, j'espère que tout se trouvera en un lieu unique et qu'on arrêtera d'envoyer les gens en fait sur différentes plateformes pour trouver les infos dont ils ont besoin. Voilà. Merci beaucoup. Le mot de la fin maintenant pour Simon, qui est le dernier qui va conclure avant qu'on rende le micro à Colline. Alors le conseil à donner, je pense que je n'aurais pas trouvé mieux que faire un premier pas. Donc je rebondis quand même sur ce que Gaël disait, mais je trouve ça très juste, c'est-à-dire d'y aller, d'oser. Et peut-être le deuxième, plus en direction des personnes en situation de handicap et notamment des jeunes. Mais c'est juste de pas limiter leur projet professionnel à ce qu'on va leur dire. Là, moi, ma petite anecdote, elle est complètement personnelle, mais quand j'étais au lycée, je suis allé voir la conseillère d'orientation, comme tout le monde, et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je dis, je ne sais pas, architecte. Et elle me dit, ah, mais non, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de place, c'est bouché comme c'est pas possible, faut que tu trouves autre chose. Alors, bon, moi, bien sûr, je me suis dit, mince, quelle horreur, c'est trop difficile. Bon, du coup, j'ai cherché autre chose. Résultat, aujourd'hui, je connais plein d'amis qui sont architectes, qui ont exactement le même âge que moi. Et je vois pas pourquoi moi, je ne pouvais pas faire partie des architectes, en fait. Et je trouve que ça, c'est une connerie parfois du système, c'est de vouloir raisonner les gens sur leurs ambitions ou leurs projets avec des facteurs matériels. En fait, si un jour, moi, je sais pas, je disais à mes parents, quand j'étais petit, je voudrais être comique, personne ne me dirait que c'est une voie d'or et que c'est sûr. Mais par contre, si j'ai rêvé de ça toute ma vie et que j'ai toute l'énergie du monde à le faire, c'est sûr que je vais réussir à quelque chose dans ce domaine-là. Donc voilà, de garder la foi en fait sur leurs propres ambitions, leurs propres projets. Et moi, pour avoir rencontré quand même beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont eu des vies de fous, qui ont des métiers improbables, je vois pas pourquoi on leur dirait mais non, fais du piano parce que la trompette c'est pas pour les aveugles. Voilà, donc ça c'est vraiment de garder la passion et la foi en son propre feeling. Et après, que faut-il pour plus avoir besoin de signes de sens? Bon, je sais pas. Non, en fait, c'est plus que mon sentiment, c'est que cette histoire de transition inclusive de la société, c'est la grande clé pour moi aujourd'hui. C'est qu'on soit plus dans l'idée qu'il y a des choses spéciales à faire pour des gens qui ne sont pas tout à fait des êtres humains normaux, parce ils sont dans une autre partie de la population qu'on a différenciée, comme si on pouvait tracer une ligne. En fait, c'est vraiment de sortir de cette réflexion-là, de réagencer une dynamique collective où tout le monde joue son rôle. Et ça, c'est vraiment ce que j'attends de la transition inclusive. Et que du coup, au final, ce ne soit plus des problèmes qu'on poserait au handicap, mais juste des problèmes qu'on se poserait collectivement pour se dire comment on avance. Et moi, je serais très content demain de ne plus appeler mon activité design inclusif, mais juste design bien fait. Voilà. Eh ben, c'était très bien fait. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Gaël, d'avoir partagé votre expérience, votre vision avec nous. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés ont pu repartir avec des infos très pratiques, très concrètes. Je vous rappelle que les canaux à Paris, qui fédèrent les acteurs de l'ESS sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, notamment avec le sujet d'identifier les 2A, les dates du territoire parisien. Quant à moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir et donc je vous remercie une nouvelle fois, ainsi que les interprètes et les vélocyclistes qui nous ont permis d'échanger dans les meilleures conditions. À très bientôt. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Merci aussi à celles et ceux qui les ont suivis. Cette conférence reste disponible en replay sur Facebook, LinkedIn et YouTube.
N'hésitez pas à la partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour ne rien manquer des prochains événements des canaux, rendez-vous sur lescanaux.com. On se retrouve donc le 28 avril prochain à 17 h pour une rencontre sur le thème de l'accessibilité de la culture et des médias pour les personnes sourdes et malentendantes. À bientôt.